Il a choisi le film d'action hongkongais le plus populaire de l'époque et a posé une question très directe. Un gangster hongkongais qui dirigeait les rues d'une main de fer, une légende des arts martiaux qui a changé le cinéma pour toujours. Et une amitié qui défiait le monde sombre du crime organisé. Pendant des décennies, des chuchotements et des rumeurs ont tourbillonné autour de la mort mystérieuse de Bruce Lee en 1973. Les triades l'ont-elles tué? Y a-t-il eu un contrat ordonné depuis les ombres? Parce que j'avais entendu dire qu'il était mort. Que Bruce Lee était mort d'une sorte de réaction allergique à un médicament ou quelque chose comme ça. Maintenant, un ancien membre de la triade rompt le silence après 50 ans. Chan Wyman, autrefois le numéro 2 dans l'organisation criminelle la plus redoutée de Hong Kong, la triade 14K, parle enfin. Ces mots ont du poids parce qu'ils connaissaient Bruce Lee personnellement. Ils se sont entraînés ensemble, ont combattu ensemble et ont navigué dans un monde dangereux où le respect signifiait la survie. Ce qu'il révèle va détruire les mythes entourant la mort de Bruce Lee pour toujours. Le 20 juillet 1973 a commencé comme une journée ordinaire. Bruce Lee a rencontré le producteur Raymond Chow pour discuter de Game of Death. Ils se sont rendus à l'appartement de l'actrice taïwanaise Betty Ting Pei, qui devait apparaître dans le film, pour discuter des détails du scénario et de la planification des scènes. Vers 19h30, Bruce s'est plaint d'un mal de tête. 2 mois plus tôt, il avait ressenti une douleur similaire avant de s'effondrer au travail. Il avait été transporté d'urgence à l'hôpital où les médecins avaient diagnostiqué un œdème cérébral, un gonflement dangereux du cerveau. L'équipe médicale avait réussi à réduire le gonflement et Bruce s'était rétabli. Il avait attribué l'épisode au surmenage et au stress. Après tout, son programme d'entraînement était brutal. Il poussait son corps au-delà des limites normales quotidiennement. La combinaison d'exercices physiques intenses, de pression au travail et de la chaleur humide de Hong Kong créait les conditions parfaites pour une crise médicale. Mais ce jour fatidique, Bruce pensait avoir un simple mal de tête. Betty lui a offert de l'écoagésique, un analgésique contenant de l'aspirine et un relaxant musculaire appelé Meprobamat. Bruce avait déjà pris le médicament sans incident. Il a avalé la pilule et est allé s'allonger dans la chambre, s'attendant à se reposer brièvement avant le dîner. Mais il ne s'est jamais réveillé. Bruce Lee a été déclaré mort à l'hôpital Queen Elizabeth. Il avait 32 ans. La cause officielle du décès était un œdème cérébral causé par une réaction d'hypersensibilité aux médicaments. Le coroner a déclaré la mort accidentelle. Mais Hong Kong n'a pas cru à l'explication simple. Comment l'artiste martial le plus célèbre du monde, un homme en condition physique parfaite, pouvait-il mourir d'une pilule contre le mal de tête? Quelque chose ne collait pas. Les théories du complot ont explosé immédiatement et Chan Wyman, l'ancien membre de la triade, qui connaissait Bruce Lee personnellement, s'est retrouvé au centre de la spéculation. Les rumeurs ont commencé avant que le corps de Bruce Lee n'atteigne la morgue. Des chuchotements se sont répandus dans les rues de Hong Kong avec une intensité virale. Les triades et la mafia personnelle de Hong Kong l'ont tué. Ça devait être ça. Le timing, les circonstances, la mort mystérieuse d'un jeune homme en bonne santé, tout pointait vers un assassinat. Les théories du complot se sont multipliées comme des ombres. Certains affirmaient que Bruce avait refusé de travailler dans des films contrôlés par la triade, mettant en colère de puissants chefs du crime. D'autres suggéraient qu'il avait été témoin de quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir, devenant une responsabilité. Quelques-uns proposaient même que son enseignement du kung-fu aux Occidentaux avait violé des traditions anciennes, le marquant pour la mort par des maîtres secrets d'arts martiaux. La théorie de l'implication de la triade a gagné une traction particulière en raison de la structure de l'industrie cinématographique de Hong Kong. Tout le monde savait que les syndicats du crime organisé contrôlaient les sociétés de production, les réseaux de distribution et la gestion des talents. Des réalisateurs comme Lo Wei avaient confirmé des connexions avec la triade. L'idée que l'indépendance de Bruce Lee menaçait leur modèle commercial avait du sens logique pour beaucoup de gens. Chan Wyman entendait ces théories constamment. En tant que membre connu de la triade et ami de Bruce, les gens l'approchaient avec des questions. Certains demandaient directement, d'autres impliquaient des accusations sans les dire à voix haute. La pression montait pour que quelqu'un aborde les rumeurs de manière définitive. Alimentant le feu du complot, il y avait l'emplacement de la mort de Bruce. Il est mort dans l'appartement de Betty Ting Pei, pas dans sa maison familiale. Les rapports initiaux ont tenté de cacher ce fait, affirmant qu'il était mort en marchant avec sa femme. Quand la vérité a émergé, cela suggérait quelque chose à cacher. Pourquoi mentir sur l'emplacement à moins qu'il n'y ait une plus grande dissimulation? La présence de Raymond Chow sur les lieux a également soulevé des sourcils. Chow était le partenaire commercial de Bruce chez Golden Harvest Productions. Certains théoriciens ont suggéré que Chow avait des motifs pour éliminer Bruce. Après la mort de Bruce Lee, Raymond Chow a vraiment explosé. Et c'était aussi un type d'héroïne.
Après la mort de Lee, Shaw a obtenu le contrôle total de leur entreprise et a énormément profité des sorties de films. Le timing semblait trop pratique. Le DIMMAC, la cible légendaire technique du toucher de la mort, est entré dans la conversation. La légende des arts martiaux anciens décrivait une méthode de frappe de points de pression spécifique pour causer une mort retardée. Certains affirmaient qu'un maître avait frappé Bruce des semaines plus tôt, et les effets se manifestaient enfin. Aucune preuve physique ne soutenait cette théorie, mais elle persistait parce qu'elle correspondait au récit que les gens voulaient croire. Le cannabis trouvé dans l'estomac de Bruce lors de l'autopsie a déclenché des spéculations supplémentaires. A-t-il été drogué ? Quelqu'un lui a-t-il glissé une substance mortelle déguisée en marijuana ? Les rapports toxicologiques ne montraient rien d'inhabituel, mais les théoriciens du complot remettaient en question leur fiabilité. Au fil des mois, les théories sont devenues plus élaborées et plus détachées de la réalité. Ce que personne ne savait, c'est que la vérité viendrait finalement de quelqu'un qui savait réellement ce qui se passait dans le monde souterrain de Hong Kong. L'histoire de Chan Wyman commence dans les quartiers difficiles des nouveaux territoires de Hong Kong. Alors que la plupart des enfants de son âge allaient à l'école, Chan, à 10 ans, apprenait un programme différent dans les rues. Ses poings y sont devenus ses manuels, le Shaolin du Nord est devenu son éducation. À 17 ans, Chan a fait un choix qui définirait sa vie. Il a rejoint la triade 14K, l'un des syndicats du crime organisé les plus puissants au monde. La 14K contrôlait tout, du trafic de drogue aux opérations de jeu à travers l'Asie du Sud-Est. Ils opéraient avec une efficacité impitoyable et la capacité naturelle de combat de Chan le rendait inestimable. Il a gravi les échelons plus vite que quiconque ne s'y attendait. Ce qui séparait Chan des autres voyous de rue était son dévouement aux arts martiaux. Tout en appliquant les règles pour la triade, il s'entraînait sans relâche. Il a étudié le Muay Thai, la boxe et le Kung-Fu chinois du Sud. Ses mains bougeaient avec une vitesse aveuglante. Les gangsters murmuraient que Chan possédait les coups de poing les plus rapides de Hong Kong. Mais la vitesse ne signifiait rien sans compétence, et Chan avait les deux. En 1972, Chan a prouvé sa légitimité au-delà du monde criminel. Il a remporté le championnat de combat de Kung-Fu d'Asie du Sud-Est. La victoire a validé ce que tout le monde savait déjà. Chan pouvait combattre n'importe qui, n'importe où. Et c'est à ce moment-là qu'un autre combattant formidable est entré en scène. La même année, Chan a assisté à une conférence de presse pour un film appelé The Unicorn Palm. L'événement allait changer sa vie. Parmi la foule de célébrités hongkongaises se tenait un homme dont la présence commandait la pièce sans effort. Bruce Lee venait de rentrer d'Amérique et son étoile montait plus vite que quiconque n'aurait pu le prévoir. Les deux hommes se sont rencontrés par l'intermédiaire d'un ami commun. La connexion était immédiate. Les deux hommes étaient petits de stature mais explosifs au combat. Les deux rejetaient la politique traditionnelle des arts martiaux en faveur du combat pratique. Et les deux comprenaient que la vraie force venait de la discipline, pas seulement du talent naturel. Leur amitié s'est formée rapidement, liée par le respect mutuel pour l'art qu'ils aimaient tous les deux. Mais le monde souterrain de Hong Kong regardait cette amitié avec intérêt. Les triades contrôlaient d'une grande partie de l'industrie cinématographique, et l'indépendance de Bruce Lee menaçait leur emprise. Chan se retrouvait pris entre deux mondes, l'empire criminel qu'il servait et l'ami qu'il respectait. Il pouvait sentir la tension monter. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il n'avait qu'un an pour arranger les choses. Un dicton résonnait dans la communauté des arts martiaux de Hong Kong au début des années 1970. Les coups de pied de Bruce Lee, les poings de Chan Wyman. La phrase capturait quelque chose d'essentiel sur les deux hommes. Ils étaient devenus des légendes à part entière, représentant le summum de différentes techniques de combat. La puissance de coups de pied de Bruce Lee était surnaturelle. Ses coups de pied latéraux pouvaient envoyer des adversaires à voler en arrière. Ses coups de pied crochetés arrivaient sous des angles qui semblaient impossibles. Les témoins décrivaient la vitesse de ses jambes comme surnaturelle. Un moment, son pied reposait sur le sol, le suivant, il se connectait avec la tête d'une cible. Aucun mouvement gaspillé, aucun mouvement télégraphié, juste une pure puissance explosive délivrée avec une précision chirurgicale. Les coups de poing de Chan opéraient selon le même principe, mais avec les mains au lieu des pieds. Ces poings se matérialisaient de nulle part. Les adversaires affirmaient qu'ils ne voyaient jamais les coups venir. Une seconde, Chan se tenait dans une position de combat. La suivante, son poing avait déjà atterri. La vitesse défiait le temps de réaction humain. Les deux hommes s'affrontaient occasionnellement, bien que jamais de manière officielle. Chan regardait Bruce s'entraîner, étudiant ses méthodes avec l'œil d'un véritable artiste martial. Ce qu'il voyait l'émerveillait. Le dévouement de Bruce dépassait tout ce que Chan avait vu. Bruce courait 6 kilomètres, plusieurs fois par semaine, incorporant un entraînement par intervalle avant que le concept ne devienne courant. Il soulevait des poids quand les artistes martiaux traditionnels considéraient en cela hérétique.
Son entraînement des avant-bras à lui seul épuiserait la plupart des combattants. Il effectuait des centaines de coups de poing quotidiennement, parfois en tenant des poids légers. Ses abdominaux recevaient une attention quotidienne à travers de multiples exercices. Tout servait à un but: vitesse, puissance, endurance. Qui gagnerait dans un vrai combat entre eux? Chan lui-même a admis la vérité. Personne ne savait. Les deux hommes possédaient des compétences incroyables. Les deux s'entraînaient avec une intensité qui frôlait l'obsession. Un véritable affrontement répondrait à la question. Mais ce combat n'arriverait jamais. Des forces plus sombres se rassemblaient autour de l'étoile montante de Bruce Lee. Et Chan était impuissant à les arrêter. L'organisation de la triade 14K remonte ses racines à 1945 lorsque le lieutenant-général Kotsu Wong l'a formée à Guangzhou en Chine. Conçue à l'origine comme un groupe d'action anticommuniste, la 14K servait des objectifs politiques pendant la guerre civile chinoise. Mais la politique a cédé la place au profit, et le groupe a évolué en quelque chose de bien plus dangereux. Quand les communistes ont pris le pouvoir en 1949, des milliers de membres de la 14K ont fui vers le sud, vers Hong Kong britannique. Ils ont apporté leur structure organisationnelle, leur code de loyauté et leur volonté d'utiliser la violence pour le profit. Hong Kong est devenu leur nouveau royaume et ils l'ont divisé en territoires comme des seigneurs féodaux. Dans les années 1950, environ 300 000 membres de triades opéraient à Hong Kong. Ils contrôlaient le trafic de drogue, les opérations de jeu, les réseaux de prostitution et les raquettes de protection. Mais leur activité la plus lucrative impliquait l'héroïne et l'opium du triangle d'or d'Asie du Sud-Est. En quelques années, Chan Waiman est devenu le numéro 2 de la branche Sham Shui Po, l'un des territoires les plus importants de Kowloon. Ce poste portait un pouvoir immense et un danger tout aussi immense. Sham Shui Po contrôlait la scène de la vie nocturne de Hong Kong. Le quartier abritait des boîtes de nuit, des restaurants et des lieux de divertissement qui généraient d'énormes flux de trésorerie. La 14K extrayait un tribut de chaque entreprise, offrait une protection qui ne pouvait être refusée et éliminait les concurrents avec un préjugé extrême. Chan supervisait une grande partie de cette opération. L'influence de la triade s'étendait à l'industrie cinématographique de Hong Kong. Ils investissaient dans des sociétés de production, contrôlaient les réseaux de distribution et géraient les talents. Les réalisateurs qui refusaient de coopérer voyaient leurs projets sabotés. Les acteurs qui résistaient découvraient que les opportunités de carrière disparaissaient mystérieusement. Le message était clair: travaillez avec les triades ou ne travaillez pas du tout. Le réalisateur Lo Wei, qui a lancé la carrière cinématographique de Bruce Lee avec The Big Boss et Fist of Fury, avait des connexions avec la triade. Golden Harvest et Shaw Brothers Studios, les deux grandes maisons de production, maintenaient toutes deux des relations avec le crime organisé. Cette toile d'influence criminelle imprégnait tous les niveaux de l'industrie du divertissement de Hong Kong. La double existence de Chan en tant qu'exécutant de la triade et champion d'arts martiaux lui donnait un accès unique. Il pouvait se déplacer entre le monde souterrain et la société légitime avec facilité, mais cette position le plaçait également au centre des tensions croissantes autour de l'indépendance de Bruce Lee. Le statut de Bruce Lee à Hong Kong transcendait la célébrité normale. Il représentait quelque chose de plus profond pour le peuple chinois. Après des décennies de voir les Asiatiques dépeints comme des méchants ou des acolytes dans les films occidentaux, Bruce les montrait comme des héros. Ces films n'étaient pas seulement du divertissement, c'était une revendication culturelle. The Big Boss a pulvérisé les records du box-office en 1971, Fist of Fury a dominé en 1972. Ce n'était pas de modeste succès, il représentait un changement sismique dans le cinéma asiatique. Bruce Lee est devenu l'acteur le mieux payé de Hong Kong, pratiquement du jour au lendemain. Sa renommée s'est répandue à travers l'Asie du Sud-Est, puis a sauté en Amérique et en Europe. Cette explosion de popularité a créé une situation inhabituelle pour les triades. Normalement, ils contrôlaient les acteurs à succès par des contrats, des menaces ou les deux. Mais Bruce Lee opérait différemment. Il maintenait le contrôle créatif sur ses projets. Il s'est associé avec Golden Harvest de Raymond Shaw, lui donnant une indépendance sans précédent. Les leviers traditionnels de contrôle ne s'appliquaient pas. Chan Waiman regardait cette dynamique avec fascination. En tant que membre de haut rang de la triade, il comprenait le pouvoir de l'organisation. Il pouvait faire disparaître des gens. Il pouvait ruiner des carrières. Il pouvait infliger de la violence sans conséquence. Pourtant, avec Bruce Lee, ils hésitaient. La raison était simple, le respect. Bruce Lee avait gagné l'admiration sincère de la population de Hong Kong, y compris des membres de la triade eux-mêmes. Beaucoup de gangsters avaient grandi en regardant des films de kung-fu. Ils pratiquaient les arts martiaux. Bruce représentait le summum de tout ce qu'il valorisait dans la culture martiale chinoise. Le toucher provoquerait l'indignation à travers la société de Hong Kong. Mais le respect seul n'expliquait pas complètement la retenue de la triade.
Bruce Lee possédait une vraie compétence de combat. Cela comptait plus que les gens ne le réalisaient. Les triades employaient des hommes durs, des combattants expérimentés qui avaient grandi en se battant dans les rues. Pourtant, même ces exécutants endurcis reconnaissaient que Bruce opérait à un niveau différent. Chan en a fait l'expérience de première main lors de leur séance d'entraînement. La vitesse de Bruce m'a surpris, se souvient Chan plus tard. Son coup est arrivé avant que je puisse réagir. Le champion d'arts martiaux, l'exécutant de la triade, l'homme avec les mains les plus rapides de Hong Kong, s'est retrouvé dépassé par la vélocité de Bruce. Cette combinaison de popularité, de compétences et de signification culturelle a créé une armure protectrice autour de Bruce Lee. Les triades ne pouvaient pas simplement le menacer. Ils ne pouvaient pas l'intimider par la violence. Toute action contre Bruce déclencherait des conséquences qu'il ne pouvait pas contrôler. Les citoyens de Hong Kong se révolteraient. La tension internationale s'intensifierait. Le gouvernement colonial britannique serait forcé de répondre. Alors une compréhension tacite s'est développée. Bruce Lee restait intouchable. Les triades regardaient depuis les ombres mais gardèrent leur distance. L'amitié de Chan Wyman avec Bruce existait dans cet équilibre délicat où le monde criminel et la renommée légitime maintenaient une paix précaire. Mais quand Bruce Lee est mort soudainement d'une mort si inexplicable, beaucoup ont pensé que le récit avait été fabriqué. Les chuchotements sur les triades sont devenus des cris. L'amitié entre Bruce et Chan Wyman avait-elle suivi son cours? Les triades avaient-elles décidé qu'il était temps d'éliminer Bruce de l'équation pour récupérer leur territoire une fois pour toutes? Un seul homme connaissait les réponses. Et malgré la pression externe et interne, il les a gardées pour lui aussi longtemps qu'il le pouvait. C'est jusqu'à ce qu'il finisse par craquer et révèle quelque chose qui a clarifié l'air pour toujours. Chan Wyman est resté silencieux pendant des décennies. La pression pour parler était constante, mais il a résisté. Discuter des affaires de la triade violait des codes qui s'étendaient au-delà de simples règles organisationnelles. Le silence protégeait non seulement Chan lui-même, mais aussi sa famille et ses associés. Briser ce silence comportait des conséquences. Mais au fil des années devenues décennies, le paysage a changé. Chan avait depuis longtemps pris sa retraite des opérations actives de la triade. Il avait construit une carrière d'acteur réussi, apparaissant dans plus de 80 films. Ses rôles le représentaient généralement comme des gangsters, des criminels et des durs. Son vrai parcours rendait ses performances authentiques d'une manière que d'autres acteurs ne pouvaient pas égaler. Et sa crédibilité a joué un rôle majeur quand il a finalement choisi de parler de Bruce Lee. Lors d'interviews et de documentaires périssémentaires, il pesait chaque mot avec soin, sachant que les gens jugeaient ses déclarations à travers le prisme de son passé. En tant que quelqu'un qui avait vécu une vie dangereuse, gagné un vrai nom dans les cercles de rue et connu Bruce personnellement, ce qu'il disait avait un vrai poids. À un moment donné, Chan a expliqué qu'il sentait qu'un moment était venu où il devait être complètement ouvert. « Il est temps de tout dire », a-t-il dit avant de clarifier son point. « C'est impossible. Aucun groupe secret n'essaierait de défier Bruce Lee à cette époque. Personne n'oserait le provoquer pour se battre. C'est impossible que les triades aient eu quelque chose à voir avec sa mort. » Les mots ont frappé comme des coups de marteau. Chan connaissait les triades de l'intérieur de leur organisation. Il comprenait leur pouvoir, leurs méthodes, leur processus de prise de décision. Et il a déclaré catégoriquement qu'il n'aurait jamais ciblé Bruce Lee. Le risque était trop grand, les conséquences trop imprévisibles. Mais Chan est allé plus loin, offrant son analyse de la façon dont Bruce est réellement mort. Sa mort était probablement due à son entraînement intense ou peut-être à son hypersensibilité aux ingrédients trouvés dans le médicament qu'il a pris soudainement. Chan avait été témoin des méthodes d'entraînement de Bruce de première main. Il a vu le dévouement obsessionnel, le dépassement au-delà des limites humaines normales. Il connaissait les points faibles de Bruce et il savait que malgré la peur qu'il inspirait aux triades dans les années 70, il n'était pas invincible. La déclaration avait du poids précisément parce que Chan n'avait rien à gagner. Il avait quitté le monde de la triade. La mort de Bruce Lee ne lui offrait ni bénéfice ni responsabilité. Il a simplement dit la vérité en tant que quelqu'un qui connaissait intimement à la fois Bruce et le monde criminel. Et cette vérité a changé la façon dont le monde regardait la disparition de Bruce Lee. Il n'était pas un héros brave et incorruptible, abattu par des ennemis maléfiques. Il était juste un homme, un formidable, mais quand même un homme. Et il avait été abattu par personne d'autre que lui-même. L'explication de Chan sur la mort de Bruce Lee s'alignait parfaitement avec les preuves médicales. L'œdème cérébral qui a tué Bruce résultait de la sensibilité extrême de son corps aux médicaments combinés à de multiples facteurs de risque. Son pourcentage de graisse corporelle faible, estimé à environ 5%, ne laissait aucune marge d'erreur. Son entraînement intense créait un stress chronique sur son système.
Son utilisation de relaxants musculaires pour des blessures au dos récurrentes introduisait des substances étrangères dans un corps déjà stressé. L'effondrement de mai 1973 aurait dû servir d'avertissement sérieux. L'œdème cérébral ne se produit pas au hasard chez les jeunes hommes en bonne santé. Ce premier épisode signalait que quelque chose n'allait fondamentalement pas avec l'équilibre physique de Bruce. Mais Bruce l'a interprété comme un problème temporaire, quelque chose qui pouvait être surmonté avec détermination et volonté. « Mon corps est petit, mais je m'entraînerai à avoir une plus grande force que les gens, beaucoup plus grands que moi, disait-il. Cet état d'esprit l'a poussé à des réalisations extraordinaires, mais a également créé des vulnérabilités. Il a poussé son corps de 61 kilos à performer à des niveaux qui défièrent des hommes de 23 kilos plus lourds. Le tribut physique s'est accumulé de manière qui n'était pas immédiatement visible. Les crampes musculaires que Bruce a connues dans ces derniers mois offraient un autre signe d'avertissement. Chan se souvenait que Bruce mentionnait ces épisodes. Les crampes suggéraient des déséquilibres électrolytiques, une déshydratation ou un stress neurologique. Combinée à l'œdème cérébral précédent, elle dressait le tableau d'un corps fonctionnant à sa limite absolue. Une analyse médicale récente soutient l'évaluation de Chan. Des chercheurs examinant la mort de Bruce ont conclu que l'hyponatrémie, une concentration insuffisante de sodium dans le sang, a probablement déclenché l'œdème cérébral fatal. Bruce buvait de grandes quantités d'eau, consommait des solutés insuffisants, utilisait des médicaments qui altéraient la fonction rénale et maintenaient une intensité d'entraînement extrême. Ces facteurs ont créé une tempête parfaite pour une défaillance médicale catastrophique. L'observation personnelle de Chan sur les compétences de Bruce ajoute une autre couche à la compréhension de sa mort. Ses compétences étaient bien meilleures que les miennes, c'est la vérité. Il était bien meilleur que moi. Venant d'un champion de combat d'Asie du Sud-Est, cet aveu signifiait quelque chose de profond. Bruce avait atteint un niveau de maîtrise des arts martiaux qui dépassait même les combattants d'élite. Mais une compétence suprême ne pouvait pas protéger contre une catastrophe médicale. L'ironie a dévasté tous ceux qui connaissaient Bruce. Un homme qui pouvait vaincre n'importe quel adversaire au combat, qui bougeait avec une vitesse et une puissance surhumaine, est mort de quelque chose d'aussi banal qu'une pilule contre le mal de tête. L'injustice cosmique a alimenté les théories du complot parce que les gens ne pouvaient pas accepter une explication aussi simple. Le témoignage de Chan a fourni une clôture pour ceux qui étaient prêts à l'entendre. Bruce Lee n'a pas été assassiné. Il n'a pas été tué par des triades ou par des maîtres d'arts martiaux vengeurs. Il est mort parce que les corps humains ont des limites et Bruce a poussé le sien au-delà de ce qu'il pouvait supporter. L'amitié entre Chan Wyman et Bruce Lee représentait quelque chose d'inhabituel dans le monde divisé de Hong Kong. Un exécutant de la triade et une star de cinéma mondial n'auraient pas dû former un lien authentique. Pourtant, ils l'ont fait. Leur connexion transcendait les frontières qui séparaient le crime organisé de la société légitime. Le respect de Chan pour Bruce n'a jamais faibli même après la mort. Pour plus d'histoires de légendes comme celle-ci, abonnez-vous à T-Bulb. Et ensemble, nous ferons vivre nos acteurs et légendes préférés à jamais dans nos cœurs.